belle conclusion. Du coup, on va passer au prochain sujet, pas des moindres, puisque là, on a été en vacances pendant un mois, mais pas de trêve pour la Palestine. Hein, puisque là, on arrive à 332, je crois, aujourd'hui, j'ai regardé, jours de phase de génocide ouverte, hein, génocide ouvert. On va tous ensemble regarder un petit récap de 2 minutes de France 24 sur la situation actuelle. Et puis après, on pourra en discuter ensemble, notamment avec toi, Youssef. Je pense que tu as pas mal d'infos à nous passer. Mais pas que. Même s'il y a une multiplication des fronts, la Cisjordanie occupée qui est en train de s'embraser, on l'a vu, le sud Liban. N'oublions pas évidemment Gaza, les bombardements incessants continuent un peu partout dans le centre et dans le centre de la bande de l'enclave palestinienne et à Gaza City dans le nord. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières vient de lancer un avis, une protestation officielle, puisque l'hôpital où ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, près de 250 humanitaires ont été tués depuis près de 11 mois dans la bande de Gaza. Eh bien, un ordre d'évacuation que dénonce MSF donné par l'armée israélienne sur cette zone du centre de l'enclave palestinienne où ils opèrent, où l'hôpital Al-Aqsa est en fonctionnement, et il y a eu des bombardements à moins de 200 mètres, ce que dénonce évidemment MSF et qui se fait un écho à l'ensemble de la communauté humanitaire sur place à Gaza. Je m'entretiens presque tous les jours avec des opérateurs humanitaires dans le sud de Gaza notamment. Jamais, pour la plupart, n'ont vu une telle disproportion de moyens pour arriver à toucher des cibles qui sont toujours, selon les éléments de langage de l'état-major israélien, des cibles terroristes. Mais les bilans sont là. Le nombre de civils tués a déjà passé un bilan incroyable, plus de 40 000 morts provisoires, selon les chiffres du Hamas bien évidemment, mais une dévastation humanitaire absolument incroyable. Et ce qui tentait pour finir d'être négocié à l'arraché après qu'une série de négociations qui ont encore une fois échoué, c'était une fameuse trêve humanitaire que réclament les Gazaouis et les organisations humanitaires, car la polio a fait sa réapparition il y a 2 semaines à Gaza. La polio ne connaît pas les frontières, pourrait se propager en Égypte et même en Israël, et on réclame à corps et à cri une pause de quelques jours simplement pour entamer une campagne de vaccination contre la polio à Gaza. Voilà, toujours des images impressionnantes qu'on voit ces ruines. Avant que je laisse la parole à Youssef qui va nous faire un petit bilan de la situation, j'en profite pour remercier, j'aime pas les émoticônes, c'est ça? Ça c'est une blase du mec. J'aime pas les émoticônes, qui a fait un don tout à l'heure de 200 €, donc faites comme lui, soyez généreux. Voilà. Merci. Et toutes les personnes qui renouvellent aussi leurs abonnements. je vois aussi beaucoup d'encouragement depuis tout à l'heure, ça fait plaisir de vous retrouver, etc. Voilà. Donc voilà, on est très heureux. Salam à tous. Madj. Oui, merci. Merci à ceux qui font des dons, parce que c'est comme ça que nous pouvons continuer. C'est aussi simple que cela, qu'une information, nous l'espérons objective, peut continuer à être diffusée par ce merveilleux média que nous animons. Alors oui, concernant ce qui se passe à Gaza, donc vous savez, l'effet marquant, on l'a dit, bon, on a dépassé les 40 000 morts officiels, hein, et qu'on ne vienne pas me dire les chiffres du Hamas. Voilà, d'accord, parce qu'ils sont largement sous-estimés. Comme l'avait dit la revue Lancet au cours de l'été, hein, ils sont très largement sous-estimés. La revue Lancet qui, elle, parlait de 156 000 morts. Hein. 186. Et 186, merci. Oui, exactement, 186 000 morts. Donc, ce qui est une revue quand même très très sérieuse. Voilà. Et donc, on le voit, on a non seulement tous ces morts, on a toutes les pathologies qui sont associées. Alors, la polio, finalement, comment les instances internationales ont réussi à faire passer des doses de vaccins. Un des premiers bébés, cas de polio a été diagnostiqué. Et là, il y a une vaccination qui se fait, mais qui se fait sous les bombes, qui se fait dans des conditions absolument terribles. Et attention, c'est pas parce que l'État d'Israël tout d'un coup aurait un accès d'humanité. C'est parce que la polio, ça peut se propager. La polio ne connaît pas les frontières, hein. Donc la polio, ça peut se propager très facilement. Vous savez, on est là devant les histoires de vaccination coloniale. Pourquoi est-ce qu'on vaccinait dans les colonies, hein? C'était pas pour les beaux yeux des indigènes, parce que ça risquait de se propager, hein. Et surtout, ça va être extrêmement vite, la polio. Donc voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais on a des tas de pathologies. Quelqu'un le souligne là, c'est vrai. Les pathologies aux pieds. Les gens marchent énormément, sans arrêt. Et souvent, ils ont très peu de chaussures, dans l'eau croupie, etc. Donc on a énormément de pathologies, de maladies de peau, etc., de choses absolument terribles.
Voilà, la rentrée scolaire se fait à peu près partout dans le monde entier, sauf au Gaza. Les écoliers n'auront pas. Il y a 600 000 écoliers qui sont privés d'école, 600 000 écoliers et étudiants qui sont privés d'école actuellement. Ils ont perdu déjà toute une année. Et c'est énorme, une année de scolarité sur un pays, c'est absolument énorme, au niveau des générations. Jamais autant d'enfants ont été tués dans un conflit armé. Bien sûr, d'enfants. Les images, elles sont insoutenables. Les images quotidiennes qu'on s'inflige, elles sont insoutenables. 17 000 enfants, et parmi eux... La stat disait que, mais c'était remonte déjà à quelques mois, que depuis le début du génocide à Gaza, il y a eu plus d'enfants tués que dans l'intégralité des autres conflits du monde depuis 4 ans. Bien sûr, voilà. 17 000 enfants tués et 2100 bébés. 2100, c'est un bébé, c'est moins de 2 ans. Et 2100 bébés. Où est-ce qu'on a vu 2100 bébés tués comme ça, dans l'indifférence? Parce que c'est ça ce qu'il faut souligner aussi. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Au plan, donc la situation est absolument catastrophique. Ça n'a plus aucun sens. Les histoires de sud, de nord, etc. Au plan militaire, les hordes sionistes n'arrivent pas du tout à progresser parce qu'ils n'arrivent pas à... Surtout, c'est quoi la définition d'une guerre? La guerre, c'est imposer sa volonté à un ennemi. Et tant qu'on n'a pas imposé sa volonté à un ennemi, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné, ça veut dire qu'on a perdu. Hein, c'est évident. Quand on ne gagne pas, c'est qu'on perd. Et actuellement, l'armée israélienne n'a absolument rien gagné. Rien gagné, ils n'ont pas réussi à imposer. Et au contraire, les fameuses brigades, les brigades sont toujours vaillantes, et tout le monde le dit. Non seulement elles sont vaillantes, à peine 20% des effectifs militaires de la résistance auraient été détruits, mais elles recrutent énormément. Elles recrutent énormément actuellement. Et les organisations de résistance recrutent. Donc, de ce point de vue, voilà, on est dans la phase d'une guerre populaire. Et cette guerre populaire peut durer encore extrêmement longtemps. C'est ce que Netanyahou craint, évidemment. Et en même temps, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas de négociation. Alors, on a trouvé 6 corps récemment. C'est absolument faux. Ils n'ont pas du tout été abattus. Ils n'ont pas du tout été abattus. D'ailleurs, il n'y a aucune preuve. Il y a un prétendu institut qui dit cela, mais pas du tout. Les Palestiniens n'ont aucun intérêt à abattre ce qui est la monnaie d'échange pour, au contraire, faire pression. Donc, le fait est là. En tout cas, moi, je trouve que leur propagande a de plus en plus de mal à passer. Bien sûr, d'ailleurs, et notamment, tu sais, le fameux Olivier Rafovitch. Oui, Rafovitch, oui. Autant au début, il était très très invité par exemple sur les médias français et il est de moins en moins invité parce qu'il a sorti tellement de salades. Alors le fait nouveau, c'est qu'il y a une grève générale actuellement en Israël, c'est que les mois commencent évidemment à percer et que du coup les familles d'otages, etc. Se réveillent et normalement aujourd'hui il y avait une grève générale appelée par les Histadrut, le principal syndicat, et un certain nombre de municipalités se sont jointes également à cet appel à la grève et c'est évident que c'est un échelon très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, il y a toute une partie de la société israélienne qui, effectivement, essaye de réagir contre cela, contre cette catastrophe annoncée, parce que, il faut le dire, Netanyahou n'arrivera pas. Ils n'arriveront pas à briser la résistance, et d'autant plus qu'en Cisjordanie, on a vu aujourd'hui, il y a une invasion de la Cisjordanie. On a l'équivalent de 20 000 soldats actuellement qui envahissent la Cisjordanie, toutes les villes, Tulkarem, Tubias, Naplouse, Jénine et surtout Jénine. 60% de toutes les infrastructures de Jénine ont été détruites, les conduites de gaz, les conduites d'eau, etc. Vous savez ce qu'ils font? Ils labourent les rues avec des grands bulldozers, avec des herses, ils les labourent pour les rendre absolument impraticables. Mais où est-ce qu'on a vu une telle folie? Ils labourent. C'est-à-dire que ça devient un champ de boue. Où il y avait des rues, des avenues, etc., ça devient un champ de boue. C'est de la folie totale. Il les laboure. 70% de Jénine, qui était un camp qui est, on peut dire, la capitale de la résistance, déjà en 2000, il y avait une grande insurrection. Voilà. Donc voilà où on en est. Et toutes les villes de Cisjordanie actuellement sont en Tubias et même Hébron et surtout la résistance. Et c'est ce qui inquiète énormément, c'est que maintenant des armes ont réussi à arriver. Alors ils disent que ce sont des armes iraniennes, hein, mais qui arrivent par la Jordanie en fait. La Jordanie est devenue maintenant un lieu de passage d'armes pour la résistance, hein, et c'est comme ça. Tu parles de résistance, justement, Youssef, j'en profite pour rappeler ou pour vous apprendre que dimanche 8 septembre, donc dans quelques jours, il y a une grande journée de mobilisation qui est organisée par Urgence Palestine notamment, pour bien dire que c'est la rentrée, que certes pendant les vacances il n'y a pas eu grand-chose, mais là on reprend en force et on reprend à cœur en fait l'idée aussi de reprendre la rue pour soutenir l'arrivée du tour, pour soutenir il y a la le drapeau Palestine. palestinien qui a fait le tour de France.
et c'est l'arrivée du tour Voilà. le 8 septembre. Donc dimanche, à Paris, c'est à 14h à Nation, mais il y a aussi plein d'autres mobilisations. Donc vous pouvez mettre les infos dans le chat ou alors aller chercher. Élie ? Non, moi, j'aimerais revenir sur la question des otages et des mouvements, aussi bien de manifestations en Israël que de l'annonce de la grève générale qui, semble-t-il, ne va pas durer très longtemps. Non, mais il était prévu pour une journée. Hein, oui, mais en réalité, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le clivage aujourd'hui structurant la société israélienne n'est évidemment pas sur est-ce qu'il faut continuer les opérations à Gaza. La question, c'est est-ce qu'on fait primer le génocide sur les otages ou est-ce qu'on fait primer les otages sur le génocide? Et il y avait eu un slogan dans une manifestation à Tel Aviv qui était très clair sur ce point. Le slogan disait le Hamas peut attendre, les otages non. Et donc, en réalité, d'ailleurs, le gouvernement Netanyahou et tous ceux qui le soutiennent assument très clairement de toute façon que les otages c'est fini. Bien sûr. Et ils ont condamné. Ce n'est pas bombardement déjà. Ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, c'est une information qui est passée un peu inaperçue. Le cabinet de guerre israélien a adopté officiellement, il y a de cela quelques semaines, je crois, le fait que une fois les opérations menées à Gaza, ils resteraient. Oui. Et en signe de protestation, l'un des membres de ce cabinet a démissionné d'ailleurs, oui. Parce que c'est le fait de ne pas rester une fois est évidemment l'une des conditions essentielles présentées par le Hamas dans le cadre des accords de négociation. Et donc le membre de ce cabinet a démissionné parce que pour eux, c'était faire une croix sur les otages que d'adopter cette résolution. Donc voilà, je pense que c'est important. Sur le couloir de Philadelphie, Netanyahou prend prétexte. Alors on était au bord d'un accord, et ça tout le monde le reconnaît, on était au bord d'un accord, hein, et Israël avait accepté les conditions d'échange, etc. Et Netanyahou, qui veut surtout pas un accord, parce qu'un accord signerait sa fin politique et le début des problèmes avec les casseroles qu'il a. Hein. Alors le couloir de Philadelphie, c'est simplement l'espace qui sépare Rafah, enfin la bande de Gaza, de l'Égypte. Et là, on a le couloir, ce qu'on appelle un couloir qui avait été nommé à l'époque couloir de Philadelphie. C'est un espace. Hein. Alors évidemment, cet espace, Israël dit que cet espace permet le passage souterrain. Hein. Évidemment, de tunnels, etc., donc de contrebande d'armes et autres. Et normalement, l'Égypte était elle-même attachée à ce qu'Israël ne reste pas dans le couloir de Philadelphie. Hein. Et c'est, par les conventions, c'est une contradiction totale des accords de Camp David, etc., qui avaient signé avec l'Égypte. Et l'Égypte, à l'époque, sauf que l'Égypte s'est complètement ramollie, hein, on sait ce que c'est, ce régime égyptien, hein, finalement, laisse tomber cette affaire. Mais donc, ce couloir, c'est donc un espace. Mais il y a justement des commentateurs militaires qui disent que ce n'est pas du tout essentiel, et un certain commentateur militaire israélien qui est favorable aux négociations dit que c'est un prétexte total et que ce n'est pas du tout essentiel, etc. Il y a le couloir de Philadelphie et puis il y a l'axe de Netzarim. L'axe de Netzarim, c'est un axe nord-sud, hein, qui est à Gaza et qui un petit peu structure la bande de Gaza au plan des communications. Et c'est tout l'enjeu des batailles actuellement qu'il y a. Hein. La résistance harcèle sans arrêt les troupes israéliennes qui sont dans cet axe de Netzarim, les chars, les bulldozers, etc., etc., etc. Et donc ce sont deux éléments un petit peu stratégiques au niveau de Gaza pour le contrôle de Gaza. Hein. C'est un axe nord-sud et puis Philadelphie, c'est est-ouest. Donc voilà. Je voudrais juste un dire sur M. Macron, parce que Macron n'en ouvre vraiment pas une. Et M. Macron qui s'est dit, catastrophé, je ne sais plus quel mot il a utilisé, lorsqu'on a dit qu'on avait découvert les corps des six Israéliens. Ouais. 40 000 morts, le laisse de marbre. Hein, 40 000 morts palestiniens, 40 000 corps de Palestiniens, le laisse de marbre. Et évidemment, on voit là aussi le deux poids, deux mesures. Alors les 6 corps, là, évidemment, c'est... Une vie humaine, c'est toujours une vie humaine, on est bien d'accord. Mais on voit bien les deux poids, deux mesures. Non, voilà. C'est plus audible en fait. À un moment donné, c'est plus audible. C'est-à-dire que quand tu vois le mépris absolu qu'il y a eu pour le massacre depuis le 8 octobre, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, et le nombre de personnes qui ont relativisé en disant que les morts ne se valent pas, enfin toute cette rhétorique, tu sais que cet enfant mort ne vaut pas cet enfant mort. C'est-à-dire qu'ils ont tué toute capacité d'empathie, je veux dire, toute capacité d'empathie pour les otages. Je veux dire, en fait, ça va à l'encontre même de ce que eux prétendent, je dis bien que ce que eux prétendent
défendre. Parce que personnellement, je pense qu'il y a une immense hypocrisie et ça renvoie aussi à l'allocution de Elie aux Amphis. Non, mais parce que Très bonne. il parle du philosémitisme. Philosémitisme. Et je trouve que, et là je renvoie tout le monde, et si on peut mettre le lien, de mettre l'allocution de Élie Dupré, donc aux Amphis, qui est brillante. Je le dis comme je le pense, elle a été coécrite par Nadav, tu m'as dit. Nadav qui est dans le chat, on salue. Qui est brillante, et je trouve qu'il a une vertu vraiment pédagogique. Parce que lorsqu'on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche de rupture, ça commence un peu à me saouler cette expression, mais bon, et dans les mouvements antiracistes, anti-impérialistes, etc., c'est vrai que là, actuellement, on se prend des accusations d'antisémitisme matin, midi et soir. Je prends à témoin l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudet. Et franchement, il y a des moments, c'est bon, ça va, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que l'explication, l'intervention, elle est claire et elle nous aide, elle nous arme idéologiquement pour contrer ces attaques. Moi, j'étais aux Amphis, en fait, et j'étais dans la salle pour écouter. Je le dis jeudi, voilà, j'étais aux Amphis, et il y avait des gens derrière moi, et j'entendais dire « Ah, il a raison, en fait. Ah, il a raison, comme c'est qui ce mec ?» et tout. Vraiment, clarté. Et en fait, c'est tellement simple, c'est tellement aussi décomplexé. Ceux qui se pensent bien s'énoncent clairement. Oui, et puis ça ouvre aussi la possibilité de se sentir bien avec les autres, bien avec soi-même, voilà. Justement, la parole est fluide. Ouais, t'es très citation, toi. T'as lu le décret des citations. Pardon de casser un peu l'ambiance, mais parler par rime, c'est un peu un truc de Ruffin. Les bourgs et les tours, les clochers, les quartiers, je sais pas quoi là. Mais faites gaffe, les gens. On arrête. Donc, Élie, je rappelle que t'es chez Tzedek, donc les Juifs décoloniaux, et je voulais qu'on parle un petit peu justement, on parlait de la Palestine, c'est complètement lié. Il y a quelques jours, fin août, cette déclaration qui a créé un certain tollé du grand rabbin de France. Qui a donc... Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Corsia. Haïm Corsia. Chaim Corsia. Voilà. Chaim Corsia. Et donc ce grand rabbin de France, qui est en fait le représentant des Juifs, le chef des Juifs. Représentant religieux du judaïsme. Voilà, donc il a une place quand même assez importante. Il a une parole, c'est sûr. pas n'importe qui ce monsieur. Voilà. Il a donc tenu des propos. Le député Émeric Caron, d'ailleurs, tu vas nous le dire, peut-être tu vas nous raconter un peu ça, a porté plainte, a saisi le procureur pour des propos d'apologie de crimes contre l'humanité. L'article 40. Voilà, et tout ça mélangé avec l'incendie, la tentative d'incendie de la synagogue où il a fait des allusions racistes, c'est un ramassis. Donc, et vous avez fait un communiqué là-dessus, ça vous a pas laissé indifférent? Ouais, donc effectivement la prise de parole de Chaim Corsia a eu lieu suite à la tentative d'incendie de la synagogue de la Grande Motte. Et il y a plusieurs éléments absolument scandaleux dans ces déclarations. Le premier, c'est une accusation qu'on connaît bien, qu'on voit depuis Continue. Lui, c'est les mauvais élèves. Faut pas qu'on voit utiliser sans cesse depuis un an, c'est l'accusation de clientélisme dirigé contre la fille. Comme les Noirs et les Arabes et les musulmans et tous ceux qui soutiennent la cause palestinienne sont antisémites par essence, d'après Chaim Corsia, la fille produit des discours antisémites pour les rameuter. Il a dit des gueux excitant des sots. Exactement. Gueux excitant des sots. Exactement. Bon, ça, c'est le premier point. Mais ça, j'ai envie de dire, on est un peu habitué. Le deuxième point, et ça renvoie à ce qu'on disait aussi par rapport à la question des otages, parce que moi, ce qui me frappe aussi dans tous les discours autour des otages, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire une vie ne vaut pas une vie. Ces otages-là, ils sont 6, ils ont des noms, ils ont des visages, on en parle comme ça, ce sont des êtres humains, tandis que les morts de Gaza, ce sont soit des corps déchiquetés qui n'ont pas de nom, soit des statistiques dans des études du Lancet. Et ce qu'a dit Chaim Corsia justement dans sa déclaration, c'est qu'il a qualifié les victimes palestiniennes de faits de guerre, qui ne sont, je le cite, pas du même ordre que celle du 7 octobre. Ça aussi, c'est des propos... C'est très violent. Bien sûr. C'est des propos qui ont été tenus... Ça s'appelle apologie de crime de guerre. Hein. Quand on amoindrit un fait, quand on amoindrit la mort de civils, parce que c'est un crime de guerre, bien sûr. Quand on amoindrit cela, on en fait l'apologie. C'est le droit qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et en fait, ce type de déclaration fondamentalement raciste, ça on les a vus par Caroline Fourest, par François Hollande depuis un an. C'est vraiment on ne peut pas mettre sur le même plan les vies palestiniennes et les vies israéliennes. Mais ça, c'est vraiment à la base de ça, c'est un racisme structurel. C'est la définition même du racisme. Épouvantable. Et le dernier point, après je vais conclure, pardon. Non, vas-y. Le dernier point qui... Honneur au peuple élu, voilà. Fais gaffe, c'est un dog whistle. Golem veille. Non, le dernier point, peut-être le plus scandaleux, c'est qu'il a appelé
l'armée israélienne à finir le travail. Ouais. Et ça, c'est vraiment le plus grave, parce que là, Absolument. c'est même plus de l'apologie de crimes contre l'humanité, c'est vraiment de l'incitation à commettre des crimes contre l'humanité. Il a d'ailleurs déclaré, Sans complexe. Il a d'ailleurs déclaré également ne pas avoir à rougir de ce que fait l'armée israélienne. Donc voilà, ce sont des propos qui sont gravissimes et qui, nous, en tant que juifs, évidemment, nous posent d'autant plus de problèmes, qui sont tenus par quelqu'un qui est censé représenter les juifs de France. Bien sûr. Et donc nous, on a beaucoup anglais notre communiqué sur l'idée que l'une des principales causes de l'antisémitisme aujourd'hui en France, c'était l'assimilation entre juifs et sionisme, que nous, on fait à notre échelle. Et l'alignement des institutions juives officielles, Bien sûr. que ce soit CRIF et aussi religieuses, le consistoire, sur la politique israélienne. C'est ça, on a fait tout un paragraphe où on dit que quand Chaim Corsia tient ce type de propos, il met en danger les juifs de France. Quand l'UEJF organise ses universités d'été dans des colonies, et donc des colonies israéliennes, et donc les légitimes, il met en danger les juifs de France. Et que quand le CRIF... Ils ont fait ça ? Oui, il y a 1 an, et là ils ont organisé un road trip entre Tel Aviv où ils profitaient des plages alors qu'il y avait le génocide à 10 km. Ce sont des images évidemment scandaleuses. Et de la même manière, quand le CRIF met dans ses statuts que son objet c'est de défendre inconditionnellement l'État d'Israël. Alors en plus ça a été... Et d'ailleurs, le CRIF a reçu le président Herzog, parce qu'il était venu en visite, il avait rencontré le président de la République et il a été reçu par l'UEJF. Absolument. Et ce qui est important de préciser, c'est qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Dans les années 70-80, il n'y avait pas cela dans les statuts du CRIF. Ça a été rajouté par la suite qu'effectivement, cette centralité d'Israël. Laissez-le finir. Non, Mais du coup, c'est moi qui parle. Il y a quand même pas mal de gens qui ont dit comment on peut s'attaquer à un rabbin quand on s'attaque à un rabbin, on s'attaque à tous les juifs de France. C'est du BHL, je crois même. BHL, mais pas que en fait, pas que. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont été très choqués que la parole d'un tel homme puisse être portée devant les tribunaux. Parce que là, Caron a instruit quand même le procureur, donc c'est pas rien. Il a bien raison. D'ailleurs, vous devriez le faire aussi. On envisage totalement de soutenir ces initiatives de poursuite. Tout le monde peut instruire le procureur. Hein. Chaque citoyen peut le faire. Et le cas échéant de se constituer partie civile si la poursuite est instruite et débouche sur un procès. Mais c'est évident que c'est aussi important qu'une parole juive différente soit représentée, y compris dans ce type de procédure. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Mais moi, en fait, je comprends cette émotion. Parce que je veux dire, c'est un homme d'église, c'est un homme de foi, c'est un représentant d'un culte. Et c'est vrai qu'on a naturellement une déférence, que ce soit, je dis naturellement et j'allais dire spontanément, on a plutôt une déférence lorsqu'il s'agit d'un prêtre, d'un imam, d'un rabbin, non mais oui, tu vois, il y a une sorte de magistère comme ça, un peu implicite. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir un discours aussi politique et aussi marqué, guerrier, violent, et en tant que représentant d'un culte, du coup, je comprends que les juifs, en tant que juifs, se disent, ils nous, comme on dit aujourd'hui vulgairement, ils nous jettent sous le bus. Parce que c'est pas Meir Habib ou Gilles William Goldnadel qui éructe, ou la nouvelle députée, voilà. Je veux dire, eux, on sait très bien qu'ils sont dans le domaine politique, qu'ils sont ultra-sionistes, amis de Netanyahou, tu vois, donc ils sont marqués politiquement, c'est clair. Là, on se dit, voilà, lui, il a quand même un certain devoir de neutralité qu'il a bien sûr, qu'il avait déjà outrepassé, confère la lettre ouverte de l'imam Nordin Awassak qui était venu ici. Je vous renvoie aussi à cette émission où il avait donc dans Mediapart interpellé déjà à l'époque. Et là, la transgression, transgression ultime. Et moi, je termine là. Ouais. J'ai vu beaucoup de réactions justement de juifs ou de juifs qui disaient, mais en gros, voilà, là, vous nous entre guillemets, vous nous mettez en danger, quoi. Les seules fois où on entend dans les médias, là, durant la période estivale, ou en ce moment, pendant qu'il y a un spectacle autour de la pseudo-désignation du Premier ministre, la classe politique et médiatique profite de ces deux phénomènes pour occulter la Palestine du débat. Et dès que ça revient dans les médias, c'est pour donner la parole à ce sinistre, à ce genre de personnages, à ces sinistres qui font l'apologie des crimes de guerre et qui font l'apologie d'un génocide. Pour en revenir, je pense, à la situation en Palestine, je pense que c'est très important de revenir sur le fait qu'au-delà des dizaines de milliers de morts sous les bombes, il y en a des dizaines de milliers d'autres qui sont en train de périr de la famine,
C'est un premier enjeu et c'est un outil qui est utilisé dans les guerres, la famine, pour tuer massivement, c'est une arme. Mais il y a également effectivement le retour des maladies comme la polio et je pense que c'est très important parce que certains diraient oui, mais c'est un état de fait. Non, ce sont des armes de guerre à proprement parler. Comme l'eau. Et tout à fait, la privation des denrées, de l'eau, etc. Moi, je pense qu'il y a un axe assez important, c'est que si on veut déjà remettre la Palestine au cœur du débat, parce qu'aujourd'hui c'est tout à fait central avec le génocide en cours, il faut être massivement présent dans les rues de ce pays. Donc, le 8 septembre, dimanche 8 septembre, il faut être très très nombreux, place de la République. Tous ceux qui ont un minimum... Nation. Ouais. Tous ceux qui ont un minimum de dignité et qui respectent un minimum la dignité des êtres humains doivent se rendre présents. C'est extrêmement important. Mais ensuite, je pense qu'il faut... Est-ce que tu ferais pas un petit live, Samir, dimanche il faut que je en live de la manif. Binôme, mais je crois que c'est prévu. Ouais. Voilà. On sera là. Inch'Allah, si Dieu nous prête vie, on sera là et on fera un live pour rendre compte. Et puis si vous êtes là, je serais ravi de vous interviewer dans la street. C'est très important et je pense que c'est une vraie boussole, cette mobilisation du dimanche 8 septembre, une vraie boussole qui permettra, une vraie boussole politique qui permettra d'évaluer qui est au rendez-vous. Et quelle force politique est au rendez-vous, quelle force politique ne lâche pas. Ouais. Bon, on va avancer un petit peu dans les sujets. C'est toi le boss, t'as dit. Je voulais quand même dire, parce qu'on tu parlais de résistance et quand même rendons hommage au travail fait par BDS, puisqu'il y a eu une victoire. AXA, tu veux dire deux petits mots, et puis après on passe à Macron, destitution, NFP, etc. Tu viens de le dire, hein, je veux dire, AXA finalement c'est désengagé de ses investissements. Alors je crois que c'est de tous ces investissements en plus, hein, pas uniquement en Cisjordanie, hein, et comme auparavant Puma. Donc on a quand même un certain nombre de victoires, comme on a ce basketteur là, comment s'appelle-t-il ? Tony Parker qui finalement a renoncé à se produire en Israël pour protester selon les demandes de BDS. Donc ça veut dire que BDS ça marche. Donc non seulement BDS est parfaitement légal, faut que les gens le sachent, en dépit des mensonges diffusés par les médias sionistes, mais c'est parfaitement, et la propagande, mais c'est parfaitement légal. Et il faut soutenir BDS, et BDS ça marche, on peut obtenir des victoires. Et ce qui est intéressant avec l'histoire, alors c'est Tony Parker et Lasvel, parce qu'en fait il est président du club de Villeurbanne qui s'appelle Lasvel. Ils avaient prévu de participer à une tournée un peu, on va dire de sport washing, tu vois. Ah oui, c'est vraiment du sport washing. À Tel Aviv. Et devant donc la résistance numérique, ils ont reculé. Et ils ont dû, enfin en tout cas ils ont décidé de faire un communiqué pour expliquer que voilà pourquoi ils le faisaient. Donc alors c'est pas non plus un truc révolutionnaire, hein, mais en tout cas on comprend clairement que c'est la pression qui les a, j'allais dire, forcés à faire machine arrière. Donc qui valide le fait que résister y compris sur les réseaux, mais pas que, on a bien compris Richie, c'est utile et ça fonctionne et j'en veux pour preuve également les chutes de vente du McDonald's, de Starbucks et compagnie. Ah oui, catastrophe. McDonald's aussi. Alors je rappelle que BDS a un boycott des investissements et sanctions. Alors encore une fois, le but, faut le dire, le but c'est pas uniquement de ne pas acheter de produits israéliens, etc., mais c'est de faire pression, parce que le moyen le plus important de faire pression, c'est contre les investissements. Et actuellement, voilà, une chose qui est claire. Boycott des investissements, sanctions. Boycott des investissements, sanctions. Mais tout ce travail a une énorme importance, parce que rappelons que l'économie israélienne est une économie, Israël se plaît souvent à le répéter, de start-up, ça veut dire d'investissement permanent. Et si les investissements cessent ou diminuent, c'est une catastrophe économique. Hein. Et on n'investit pas dans un pays qui a une mauvaise image. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Et surtout une image d'État génocidaire. Et donc actuellement, c'est très important cette campagne qui vise à montrer le véritable visage de l'État d'Israël. Non, c'est pas l'État start-up gentil, etc. Où on a fait revivre la terre qui était morte depuis des milliers d'années, etc. Non, c'est un État colonial, génocidaire actuellement, et on n'investit pas dans un tel État. Pas mal de fonds bancaires finlandais notamment, etc., ont déjà renoncé, ou de Scandinavie en général, ont déjà renoncé, et ça veut dire que c'est une arme qui est très importante, qui est aussi importante que la résistance, hein, parce que ça nuit directement à l'effort de guerre israélien. Voilà, on avance, je rappelle juste qu'il y a un livre qui sort bientôt, contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, livre aux éditions La Fabrique, évidemment, hein, comme tous les meilleurs livres, enfin, sauf le tien,
non, excuse-moi, j'ai fait une On attend le prochain. voilà. Avec notamment une contribution de Maxime Maxime Benatoui qui camarade a de le Sévec, Sévec bien aussi, sûr. donc ça va, c'est la famille. Donc avec donc lui, Naomi Klein, Judith Butler, Ouria bon, Boutelja. plein d'autres, Ouria Boutelja évidemment, voilà. Donc ça sortira bientôt et on aura Lordon. Il y a Lordon. Ouais. Lordon. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler.